du moteur et le plus petit débit possible. Sinon, ça ne marche pas, on crache à une vitesse d'éjection moyenne qui est encore trop élevée. Ça veut dire un taux de compression très élevé, on en est maintenant à 50. C'est plus facile de faire un taux de compression de 50 dans un moteur de 30 à 40 tonnes de poussée. On a une hauteur de veine en sortie compresseur qui est à 2 cm, que la même chose à 10 tonnes, où la hauteur de veine elle finit par être à 10, 12, 13 mm. Donc la couche limite d'en haut rejoint la couche limite d'en bas et ça ne se passe pas forcément très bien. Et puis il faut que la turbine elle arrive à entraîner ce compresseur à un taux de 40 ou 50, donc il n'y a pas le choix, il faut être chaud, très chaud. On est maintenant à des redlines de T41 dépassant les 2000 Kelvin. Je vous rappelle que le moteur du Rafale, qui a été longtemps le moteur le plus chaud du monde, est à 1850. Les moteurs des 777-300 LR sont à plus de 2000 de redline. Mais un 777 ou un long courrier, ça fait en gros un cycle toutes les 7 heures. La Rafale, j'ai pas le droit de le dire, je suppose, mais enfin c'est l'inverse. Et puis le court moyen courrier, c'est en gros un cycle par heure. Et comme à ce niveau de température, on est plusieurs centaines de degrés au-dessus de la température de fusion du métal utilisé dans la turbine, on subit, on est obligé de refroidir massivement la turbine en prélevant de l'air dans le compresseur, jusqu'à 10% et même plus du débit total, donc c'est vraiment un prélèvement massif. Et donc la turbine, c'est plus une affaire de fluage, si retenu en température sous contrainte d'entrance, c'est un problème de fatigue et de fatigue thermomécanique. Et donc là, le cycle se paye très cher, c'est plus difficile de faire un moteur à taux de dilution de 10 pour du court moyen courrier, à moins qu'on trouve des généreux sponsors qui payent le coût de maintenance à des niveaux astronomiques, mais évidemment, c'est pas comme ça que fonctionne l'économie. Il y a une autre raison qui fait que faire un moteur à fort taux de dilution petit est plus difficile que de faire la même chose grand. Pour résumer ça, c'est qu'en gros, loi du Canada a la même taille quel que soit l'avion. Ce qui fait que lorsque on va avoir ces soufflantes de grand diamètre, on a longtemps pensé que sur la 320, on ne pouvait pas dépasser 68 pouces de diamètre. On en est maintenant à 20 pouces de plus, facile. On va quand même être en face de produits qui sont, par construction, moins massifs qu'un moteur de 777 qui, lui, est à, je ne sais plus, 115, 120 pouces, 123 pouces, selon les modèles et les motoristes. Et loi du Canada, c'est la même. Donc, pour tenir l'ingestion d'oiseaux moyens et d'oiseaux lourds sur des objets plus petits quand même s'ils deviennent de plus en plus grands, sans pour autant faire des aubes tellement massives qu'on ne sait plus faire la zone qui va autour, parce que tant qu'on n'a pas pu réussir à faire des aubes safe life, c'est-à-dire à probabilité, à taux d'occurrence de rupture nulle, qui sont neufs, il nous faut concevoir la chose fail-safe, c'est-à-dire un moteur et un avion tolérant à la perte d'eau. Donc plus plus on fait l'aube de soufflante costaud, mieux on tient à l'oiseau, mais plus on arrive aux limites de l'exercice de balourd induit par la perte d'eau, et on a très facilement, pas citer l'exemple trop précis, en charge dynamique sur le pylône, sur la voilure, on dépasse dans les technologies actuelles facilement en dynamique 2 à 3 fois la maximum take-off-weight de l'avion. Donc on est un petit peu dans un cercle qui peut devenir un cercle vicieux. Donc les grands taux de dilution se retrouvent assez naturellement d'abord sur
les gros porteurs long courrier, et puis après, sur les monocouloirs court moyen courrier, et ils vont être à cette échelle-là plus une affaire, ce qui ne veut pas dire que l'aérodynamique ne compte pas, bien sûr, mais plus une affaire de matériaux et de thermomécanique qu'une affaire d'aérodynamique pure. Alors, exemple, il faut donc faire tenir avec des cycles fréquents des turbines travaillant 200-300 degrés au-dessus de la température de fusion du métal, et sur la génération du liquide, vous voyez apparaître sur la turbine des céramiques. Du métallique refroidi, ou bien vous refroidissez tellement que vous perdez les 3 quarts du gain que vous avez par le cycle, ou bien ça ne tient pas, et vous avez un problème. Sur la soufflante, là il y a les deux options, celle que nous, CFM, nous avons choisie, et puis celle de nos collègues Pratt. Nous, on a tenté de Paris de faire une soufflante relativement rapide et légère, et capable d'être certifiée donc à la fois aux ingestions d'oiseaux et à la perte d'eau. Et ça a demandé une deuxième génération de matériaux composites pour eau de soufflante. La première fois qu'on a introduit des eaux de soufflante en composite, c'était pour le GE90, donc le moteur aujourd'hui le plus puissant au monde. Et là, on est dans une technologie de composite laminé assez semblable à ce que vous avez dans les cellules, sauf que le pied, si ma mémoire est bonne, il y a plus de liquide, donc c'est vraiment du composite en structure épaisse, et puis qu'il y a une pièce essentielle qui est une espèce de bord d'attaque qui est un peu aussi un longeron, et qui lui est en métal, titane ou super-alliage, de forme extrêmement travaillée, avec des profils très très minces. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des collègues de Creuset ici maintenant, mais la seule boîte au monde qui sait fabriquer cette pièce métallique essentielle à cette structure composite est un Armand. C'est héritage des technologies de la famille Creuset. Pour réussir à conserver ce concept de turbofan pur, sans réducteur pour réduire la vitesse de la soufflante, sur le LIP, à l'échelle du LIP, il a fallu passer une nouvelle génération de matériaux composites, sur lesquels on a commencé à bosser en 91, si ma mémoire est bonne. C'est en 91 ou 92 qu'on a commencé à faire les premiers proof of concept sur des essais d'impact découverts, où là, le composite est toujours à fibre de carbone, haute résistance module intermédiaire. Il est tissé en 3 dimensions, de telle sorte qu'il a un comportement à l'impact qui commence à ressembler à du métallique. On absorbe de l'énergie, non pas par délaminage, ce qui revient à ne pas absorber l'énergie du tout, ou presque, mais on absorbe de l'énergie par rupture de fibres et déformation inélastique. C'est pas de la déformation plastique, ça se casse carrément, les fibres se rompent, mais on absorbe réellement de l'énergie à l'impact, et on ne perd pas, ou quasiment rien, en performance, résistance et raideur, sachant que la clé d'Égypte des turbomachines, des machines tournantes, c'est les coïncidences fréquentielles entre les harmoniques du régime de rotation, les modes propres des aubages et des carters, et quand tout ça s'accorde, ça aboutit évidemment à des horreurs. Donc on est très contraint en matière de propriété. Voilà, donc c'est assez amusant sur le plan technologique ou historique, puisque en fait, ça revient à utiliser des métiers jacquard pour fabriquer des moteurs des avions, non pas du futur, d'aujourd'hui, puisqu'on est en train, avec un partenaire nord-américain, de construire 2 usines pour fabriquer ces choses-là. Donc vous voyez comment
La même logique d'architecture moteur, mais le changement d'échelle amène à aller dans un paradigme où les innovations presque en rupture de matériaux deviennent encore plus importantes. Alors après, vous me direz, le fuel burn, c'est bien, mais puis du bruit, puis des émissions. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment ça marche, jusqu'à présent, ça c'est les gains